Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je suis Anne Laurent, je suis la proviseure du lycée Adriana. On fait souvent un raccourci en parlant du lycée Adriana. Donc il y a effectivement un lycée avec de l'horticulture, du paysage, des filières technicien conseil en produits de jardin, en animalerie. Mais nous avons également de l'apprentissage, donc au niveau BTS, sur l'aménagement paysager et sur la production horticole. Et des pépinières que certains d'entre vous connaissent déjà, avec de la vente directe pendant toute l'année. Voilà, très rapidement, donc l'établissement, ce qui le caractérise également, c'est pour ça que je vais faire le lien donc, avec la conférence de Loïc Etcheverry sur la permaculture. C'est un établissement qui, déjà depuis 4-5 ans, est en zéro phyto, hein, que ce soit au niveau donc, du parc, que ce soit donc au niveau des pépinières, de l'exploitation horticole. Hein. Donc ça, c'est une spécificité, je dirais, c'était un petit peu effectivement un projet d'avant-garde lié au projet pédagogique. Avant la lettre, et quand je dis la lettre, c'est effectivement tout le plan qui a été mis en place au niveau de l'enseignement agricole depuis peu, donc depuis 2-3 ans, avec le ministre Stéphane Le Foll, effectivement, qui est issu de l'enseignement agricole, donc avec une sensibilité tout à fait particulière, qui a souhaité effectivement qu'on passe de l'enseignement agricole qui était dans une logique très productiviste, hein, donc avec effectivement beaucoup de fertilisants, produits phytosanitaires, à effectivement des référentiels qui prennent en compte l'agroécologie. Donc pour nous, ça a été effectivement une révolution de pensée depuis 2-3 ans, puisque tous les référentiels ont été revus pour intégrer effectivement ces notions d'agroécologie. On nous a demandé également, donc, sur nos exploitations, bon, sur Adriana, c'était déjà le cas depuis quelques années, mais c'était effectivement de privilégier des pratiques respectueuses de l'environnement, dont la permaculture, dont l'agriculture biologique, donc le couvert végétal, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ceci pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, effectivement au niveau d'Adriana, bon, on a le plaisir d'accueillir Loïc Etcheverry, qui est d'abord formateur au niveau de l'apprentissage sur le BTS, donc en aménagement paysager, depuis donc, un an et demi, et qui a effectivement développé cette compétence en permaculture avec un projet professionnel et personnel qui lui est propre et dont il vous parlera. Et donc je tiens à remercier effectivement de faire cette conférence aujourd'hui. Donc je souhaitais aussi recadrer son intervention dans le cadre de la politique aussi de l'établissement d'Adriana, qui est très particulière, et qui n'est peut-être pas suffisamment encore connue, je dirais, dans le bassin tarbais, ou voire un peu plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, on passe effectivement d'une agriculture très productiviste, ça a été effectivement la logique de la production agricole, donc après-guerre, hein, où effectivement tous les conseillers poussaient effectivement les agriculteurs donc, à produire, hein, c'était la reconstruction de la France. Et petit à petit, bon, il y a eu des crises sanitaires, il y a eu également une demande sociétale aussi qui a augmenté, pour aboutir donc depuis 3 ans à former nos futurs agriculteurs, qui sont nos élèves aujourd'hui, d'une façon tout à fait différente. Donc ça c'est important effectivement à savoir, on est aujourd'hui dans un enseignement agricole avec une prise en compte de plus en plus forte au niveau de l'environnement. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais vous dire, et je laisse la parole à Louis, que je remercie encore pour ses compétences et sa conférence. Voilà. Merci. Avant de commencer, on va juste régler le son. Est-ce que là, ça va là, comme ça, si je parle comme ça? Ouais, c'est pas grave pour tout le monde. On n'a qu'une baffe qui marche. Peut-être monter un peu le son. Ça va au fond? C'est bon? Bon, très bien. Ok. Donc on va en avoir pour 3 quarts d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure, 50 minutes, 1 heure. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Comme ça, ceux qui veulent aller ensuite à la pépinière, vous avez le temps jusqu'à 5 heures de faire le tour de la pépinière. Voilà. Alors comment ça va fonctionner? C'est en 2 parties. La première partie, ça va être comprendre la nature, parce que pour comprendre la permaculture, on est obligé de comprendre la nature. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera qu'est-ce que la permaculture? Voilà. J'ai l'habitude de faire entre les deux une séance, entre les 2 parties, une séance de questions-réponses, mais là, on n'a pas assez de temps, donc je vais tout faire d'un trait. Je vais vous assommer d'un trait, et on fera les questions à la fin. Voilà. Donc la permaculture, c'est comprendre la nature pour créer des espaces se rapprochant le plus possible de l'état naturel.
parce que la nature, elle est durable par définition. On va voir que ça peut s'appliquer à l'agroécologie, mais ça peut s'appliquer aussi à autre chose, c'est bien plus. Pour comprendre la permaculture, je l'ai dit, on va faire deux parties, comprendre la nature et ensuite qu'est-ce que la permaculture. Nous savons actuellement, nous sommes dans une période de crise où, par exemple, au mois d'août, l'humanité a consommé toutes les ressources non renouvelables que la planète produit en un an. C'est-à-dire que de août à décembre, l'humanité utilise les ressources renouvelables de la planète. Donc on vit à crédit. Nous sommes aussi dans une période de crise agricole où on parle d'un monde agricole qui souffre. En parallèle, on voit émerger des solutions telles que la permaculture. Donc la permaculture qui est mise en avant dans les médias de grande diffusion. Pour comprendre la permaculture, c'est indispensable de développer une vision systémique. La vision systémique, c'est quoi? C'est comprendre un système. Pour comprendre un système, il faut comprendre tous les éléments du système et les interactions qu'ont les éléments entre eux. C'est ce que nous allons essayer de faire au travers de quelques exemples. Premièrement, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Sur ces 4,5 milliards d'années, elle a évolué partout différemment en fonction de la température, des saisonnalités, du vent, de la pluviométrie. Donc partout sur Terre, il y a des milieux différents qui se sont mis en place. S'il y a des milieux différents, c'est des habitats différents pour la faune. On comprend donc que c'est tout un tas de faune aussi qui a évolué différemment sur Terre. On sait que la richesse spécifique, donc la richesse en nombre d'espèces sur Terre, a été évaluée à 8,7 millions. Donc il y a 8,7 millions d'espèces différentes sur Terre, c'est une estimation. Hein. Et on connaît à peine le quart, moins du quart. On connaît 1,9 million d'espèces. Et on identifie à peine 6200 nouvelles espèces par an. Donc on voit bien que d'ores et déjà la nature est et a un énorme potentiel. Pour comprendre on va commencer par la faune. Ensuite, on va faire par la flore, pardon. Ensuite, on va faire la faune. Au niveau de la flore, on parle de flore indigène, de flore naturalisée et de flore exotique. Donc la flore indigène, c'est celle qui a coévolué avec le lieu. La flore naturalisée, comme par exemple le robinia pseudo-acacia, elle vient d'ailleurs, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'on dit que maintenant elle est naturalisée, elle fait partie du milieu. Et ensuite, il y a l'exotique, donc elle, ça va être une potentiellement envahissante, comme ici le Buddleia davidi, l'arbre papillon, et ça va créer des problématiques. Par exemple, le Buddleia, sur les bords de rivières, il va prendre la place du sol, et le sol, lui, il a un meilleur enracinement, donc ça va créer des problèmes de maintien de berge. Pour comprendre l'arbre, on va voir plusieurs éléments en fait. On va commencer par l'arbre. L'arbre, il faut comprendre qu'il joue tout un tas de rôles pour le jardin et dans l'écosystème. Premièrement, il fait office d'habitat pour la faune. Plus l'arbre est vieux, potentiellement, plus il pourra attirer de faune, et avec tous les intérêts que celle-ci va pouvoir rendre. Ensuite, en fait, quand on observe la forêt, dans la forêt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer le motoculteur ou arroser? Ben non, et pourtant ça pousse. Donc en permaculture, vous allez voir qu'on va observer ça, on voit que chaque automne, il y a des feuilles qui tombent sur le sol. En fait, ces feuilles vont avoir plusieurs rôles, elles vont protéger le sol de l'action du froid, du gel, elles vont protéger le sol de la battance de la pluie qui va tasser le sol, et elles vont nourrir aussi les vers de terre qui vont travailler la terre. Donc l'arbre, il crée du sol en fait, il rentre dans le processus de création d'humus. Il a aussi des racines, en fait il a deux principaux systèmes racinaires. Il a un système, bon, là c'est proportionnel, enfin, c'est pas exactement ça, c'est schématique. Vous avez un système racinaire de surface sous la couche d'humus qui est là pour capter les éléments qui se lessivent, et vous avez souvent une racine qui va très en profondeur. On sait qu'il y a certaines racines qui peuvent aller à plus de 100 mètres de profondeur.
Alors comment on l'a vu? Ben, en fait, il y a des spéléologues qui vont dans les grottes souterraines, ils voient des racines pendre, ils les ramassent, ils les emmènent ensuite à analyse et ils peuvent déterminer de quel arbre il s'agit. Et ces racines qui vont en profondeur, elles ont un rôle crucial parce que dans la nature, l'eau, quand il y a de l'eau qui va sur le sol, la nature elle a trouvé deux systèmes majeurs pour l'évacuer, c'est que soit elle emmène vers les rivières, puis vers la mer, mais le problème c'est que ça crée de l'érosion, soit elle emmène l'eau dans les nappes phréatiques via les racines. Donc vous comprenez bien que si on coupe tous les arbres, on empêche, on limite ce système d'infiltration vers les nappes phréatiques. Voilà. Là, les racines vont attaquer aussi la roche-mère, ça va être une attaque physique et chimique. Les plantes aussi permettent de faire ce qu'on appelle la phytorémédiation. Donc la phytorémédiation, qu'est-ce que c'est? Phyto, ça vient de plante, rémédiation, rémédium, rémédier. C'est-à-dire que les plantes, elles ont le pouvoir de dépolluer le sol et l'air, par exemple. Donc les racines, elles vont s'associer avec des bactéries. Ces bactéries, elles vont casser les longues molécules chimiques, elles vont les casser pour les rendre moins toxiques, en fait. On appelle ça la phytorémédiation. Donc les plantes sont utiles pour rendre moins toxique notre environnement. Et un avant-dernier exemple, il rentre aussi dans le processus de puits de carbone. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on sait qu'on dégage beaucoup d'émissions de CO2, l'humanité. L'arbre, lui, dans le processus de photosynthèse, il va capter le CO2, il va rejeter de l'O2, de l'oxygène. Le CO2, qu'est-ce que c'est? Donc il y a oxygène et carbone, et le carbone, l'arbre il va le garder en lui, c'est ce qui va faire son ossature en fait. Ce qui va faire son ossature. Et il permettra dans un agro-écosystème de diversifier les productions. Donc production de bois, production de baies, production fourragère pour le bétail. On peut dire que l'arbre est créateur de vie. Ensuite, au niveau de la haie, c'est l'ancêtre du barbelé. Il faut savoir qu'avant, quand on avait du bétail, on plantait des haies épineuses pour maintenir le bétail. Elle va permettre d'éviter ceci. Donc là, c'est de l'érosion qui a été créée par la pluie. Il n'y a plus de végétaux pour tenir la terre. Il y a de l'eau en excès et donc ça érode la terre. Quand on voit des rivières marron, c'est pas naturel. Dans un système naturel, la rivière n'est pas marron. La terre doit être gardée. Le fait d'avoir des haies, ça va éviter ce phénomène d'érosion. Ça va maintenir la terre. On sait aussi qu'elle va filtrer le vent. Elle filtre le vent sur 15 à 20 fois sa hauteur sur la longueur. Donc si ma haie fait 10 mètres, elle filtrera le vent sur 150 à 200 mètres, ce qui n'est pas négligeable pour protéger les cultures, par exemple. On sait aussi qu'elle rentre dans le processus de corridor écologique, c'est-à-dire que si vous avez par exemple deux espaces ressources en biodiversité, où il y a beaucoup de faune et de flore, il faut que la faune, notamment, puisse circuler entre les espaces ressources de biodiversité. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un meilleur brassage génétique. Si vous contenez la faune dans un endroit, il va y avoir une dégénérescence génétique et la population va décliner. Il faut que les espèces puissent circuler au travers des espaces et les haies aident à cette fonction. Auparavant, quand on plantait une haie, on savait que la haie, elle allait servir par exemple à l'ébénisterie. Donc si je savais que je plantais tel arbre, il allait me servir pour faire mon lit, je plantais tel arbre, il allait servir pour me faire mon couteau, etc. Et elle va rentrer dans le processus de diversification de microclimats, donc potentiellement diversifier les productions. On peut dire que la haie est régulatrice de nos excès. Elle permet aussi de rentrer dans le processus de constitution de BRF. Le BRF, c'est le bois arméal fragmenté, c'est des bouts de branches qu'on va récupérer, qu'on va couper et qu'on va mettre sur le sol. Donc ça va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de protéger le sol, d'éviter la battance de la pluie, d'éviter les agressions du soleil et de nourrir la vie du sol, d'aggrader le sol, d'améliorer ses propriétés année après année. Et pour finir, elle fera de l'ombre pour le bétail.
Troisième exemple au niveau de la flore. Ouais. Dans un jardin, si ça a été pris dans mon jardin, c'est un Morosphex ou Morocolibri. Dans un jardin, si vous coupez toutes les petites mauvaises herbes, les adventices, vous aurez peu de chances de voir cet insecte, ce pollinisateur. Ce jardin, c'est aussi la faune sauvage qui vient dans son jardin. Pourquoi vous aurez peu de chances de le voir? Parce que sa plante hôte, c'est le gaillet gratteron. C'est le gaillet gratteron, qui est une adventice. Donc si vous les coupez, eh bien, vous aurez peu de chances d'avoir cet insecte, comme je l'ai dit. La végétation spontanée, elle va éviter ceci. Elle va avoir des racines qui vont protéger qui vont maintenir la terre. La végétation, une fois de plus, va protéger des agressions du soleil et de la battance de la pluie. Donc il faut éviter de laisser un sol à nu. Le sol à nu, c'est un sol problématique. Bien souvent, elle est médicinale et ou comestible, comme là, le nombril de Vénus. Vous en voyez sur les bords de murs, sur Argelès gazose, par exemple. Et elle va avoir des racines qui vont émettre des exsudats racinaires qui vont permettre qu'il y ait de la microbiologie dans le sol, ce qui est important. Je finirai par une citation de Ralph Emerson qui nous dit « Une mauvaise herbe est une herbe dont on n'a pas découvert les vertus. » La vie attire la vie. Au niveau de la faune, donc la faune, elle est en mouvement, donc permanent ou temporaire, avec des impacts sur l'environnement direct ou indirect. On sait qu'au niveau de la faune, 3/4 des espèces, ce sont des insectes. C'est le deuxième chaînon de la chaîne alimentaire. Donc si on supprime les insectes, on supprime énormément de choses qui sont au-dessus, énormément d'animaux qui dépendent de ces insectes. Alors, vu qu'on sait aussi que notre agriculture ne favorise pas les insectes, on perd énormément de biomasse. Nous en avons tout un tas d'insectes utiles, comme par exemple les pollinisateurs, les auxiliaires, comme la Dahlia bipunctata, vous pouvez utiliser ces larves sur les rosiers par exemple. La guêpe parasitoïde qui va planter des larves directement dans le puceron, c'est bon, c'est sympa à voir, vous regardez sur YouTube, il y a des vidéos marrantes. Et les fameux décomposeurs qui vont rentrer dans le processus de dégradation de la matière organique, qui sont très importants aussi. Donc chacun a son rôle. Il faut comprendre que si la nature elle a fait une diversité d'insectes, c'est parce qu'ils ont tous un rôle dans l'écosystème. Dans un écosystème équilibré, il y a en moyenne un ravageur pour 10 auxiliaires. Donc les ravageurs, c'est pas un problème. Ils ont le rôle de détruire ce qui est faible. Au niveau des oiseaux, c'est pareil, les oiseaux, c'est très important, les oiseaux dans l'écosystème. Il faut savoir qu'ils ont tout un tas d'intérêts pour l'agriculture. Ah oui. Alors les oiseaux, là j'ai l'habitude de faire une petite blague ici, c'est les oiseaux insectivores, donc c'est ceux qui mangent les insectes, et vous savez, c'est ceux qui se grattent que d'un côté. Les migrateurs, voilà. Ouais, bon. Elle vaut ce qu'elle vaut, ouais. Alors, les insectivores, oui, c'est ceux qui vont manger les insectes. Donc, bien sûr, l'hiver, il n'y a pas d'insectes, donc ils font les migrations. On a aussi les oiseaux carnivores ou granivores. Encore une fois, plus on s'intéresse, plus on se rend compte qu'il y a de la diversité. Ils vont rentrer dans le processus de transport et de dissémination des graines. C'est-à-dire qu'ils vont manger des graines et ensuite, avec les déjections, ils vont permettre de planter des arbres. Moi, chez moi, j'ai des arbres qui poussent tout seuls grâce aux oiseaux, un prunier, un cerisier, un pommier. Ensuite, leurs déjections sont hyper fertiles. On parle de pénurie de phosphore. En 2040, on aura atteint la moitié des réserves de phosphore. On sait qu'il y a du phosphore dans les déjections des oiseaux. Donc c'est un engrais écologique et gratuit. On sait aussi qu'il rentre dans le processus de lutte contre des ravageurs, tels que les chenilles, par exemple. Là, quelque chose de moins connu que j'ai découvert via l'ingénieur agronome Yannick Van Dorn, on sait que le champ influence la croissance des végétaux. Le champ, ça rentre dans le domaine des ondes. Donc ça, vous pouvez le voir dans la thèse qui est au fond là-bas. Il y a tout un tas de livres que vous pourrez observer là-bas. Vous pourrez le voir dans la thèse influence de fréquences sonores variables sur la croissance et le développement des plantes de Yannick Van Dorn. En fait, le son, ça rentre dans le domaine des ondes.
Et ces ondes vont rentrer en interaction avec les stomates et la chambre sous-stomatique. En fait, c'est des petites cavités qui sont situées sous les feuilles des plantes, et le son des oiseaux rentre en interaction avec ces cavités, et ça les fait vibrer et permettre qu'elles puissent emmagasiner plus d'air. Voilà, après ça rentre dans l'influence de la musique sur les plantes aussi. Au niveau du sol, on sait que le sol c'est l'assise de l'écosystème. Logiquement, quand un sol est en bonne santé, tout ce qui vit au-dessus l'est aussi. C'est une entité complexe en perpétuel mouvement, avec beaucoup d'interactions entre la chimie, la physique et la biologie. Donc la physique, ça va être par exemple la texture et la structure, comment est la cohésion de mon sol, qu'est-ce qu'il y a comme composants dans mon sol, du sable, du limon, de l'argile, etc. La chimie, ça va être est-ce qu'il y a de l'azote, est-ce qu'il y a du potassium, est-ce qu'il y a du phosphore, quels sont les oligo-éléments, quel est le pH. Et la biologie, quelle est la vie du sol, quelle est la microbiologie qui est présente dans mon sol. Donc tout ceci est en interaction constamment. On peut voir, là c'est schématique d'un sol, vous voyez, donc il y a du végétal. Le végétal, donc il y a une action, on l'a vu, mécanique et chimique. Il y a des feuilles qui tombent sur la terre, il y a du bois qui tombe sur la terre, il y a des animaux aussi, il y a de la microbiologie. Les animaux, ils font des déjections, il y a des eaux qui tombent sur le sol aussi quand les animaux sont morts. La roche-mère est attaquée par les racines des plantes, donc c'est tout un tas de processus d'interaction qui crée une couche fertile en surface qu'on appelle l'humus. L'humus, c'est un genre de réserve, une réserve nutritive pour les plantes. Comme je l'ai dit, quand on observe la nature, un sol à nu, c'est un sol problématique qui vaut à l'érosion, à l'abattage, donc il faudra suivre la nature et éviter de laisser le sol à nu. On sait aussi que les plantes, elles émettent des exsudats racinaires, c'est des sortes d'enzymes qui attirent la vie autour des racines. Par exemple, les bactéries. Pourquoi la plante, elle veut attirer la vie autour de ses racines? En fait, c'est parce que quand vous n'utilisez pas d'engrais chimiques, les engrais, ça va être la vie du sol. Quand l'organisme va mourir, la plante, elle va pouvoir capter les éléments de cet organisme. Donc, quand je n'utilise pas d'engrais, j'ai tout intérêt à ce que la vie fourmille dans mon espace. Et la plante aussi a tout intérêt à ce que la vie fourmille. Oui, parce que quand j'utilise des engrais chimiques, en fait, je détruis la symbiose que la plante peut avoir avec les champignons et les bactéries. Donc, je rends la plante dépendante des engrais. Je parlais des champignons. Les champignons, il faut comprendre qu'ils ont un rôle crucial dans le sol. Ils sont très importants. Il y a les champignons de type mycorhizien qui vont s'associer avec les racines des plantes. En fait, là, ce qu'on voit là, c'est juste le fruit. Donc le carpophore ou sporophore, c'est juste le fruit du champignon. Le champignon, c'est tout ce qu'il y a sous terre. Bien sûr, si vous retournez le sol, vous cassez tout ce réseau et le champignon ne peut pas se développer. C'est pareil, il va lui falloir du bois, il va lui falloir du carbone pour se développer le champignon. Donc dans un espace, on a tout intérêt à ne pas retourner la terre et mettre aussi du bois pour lui permettre de vivre. Comme je l'ai dit, les mycorhiziens s'associent avec les racines des plantes. Donc à quoi ça sert? Ils vont permettre d'étendre le réseau racinaire. Ils ont des ifs, c'est des petits filaments qui sont plus petits que les racines, donc ils vont pouvoir aller dans des infractuosités du sol que la plante ne pourra pas, et donc mieux capter l'eau et les minéraux. Et ensuite les redistribuer à la plante. Il y a des systèmes d'entraide entre la plante et les champignons. On sait aussi que tous les champignons, les champignons, il y a peut-être des exceptions, mais les champignons en tout cas ont un appareil digestif en commun. Donc ils peuvent s'interconnecter, ils peuvent se transmettre entre eux des éléments nutritifs. Il y a eu une expérience de fait il y a longtemps, sur 1000 m² de sol mycorhizé, donc rempli de champignons, on s'était rendu compte que quand on posait une souris ici, en fait ils avaient fait une souris radioactive pour tracer radioactivement le phosphore, mais ça sera un peu long à expliquer. Ils avaient posé une souris ici, maintenant c'est interdit, ils avaient fait ça il y a longtemps. Ils avaient posé une souris ici, et ils s'étaient rendu compte que, au lieu que juste l'arbre là, il s'accapare le phosphore contenu dans la souris, ils ont tout redistribué équitablement partout.
Donc en fait, ça a montré qu'il y avait des systèmes d'entraide dans la nature. Le champignon a la capacité de récupérer le phosphore qui est contenu dans les eaux et ensuite de le transmettre aux plantes. Et en plus, il y a des systèmes d'entraide, ils vont s'échanger ça équitablement. Voilà. Au niveau des vers de terre, on sait que les vers de terre, c'est très important aussi pour le sol. Pour qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'il y ait de la matière organique, il faut leur donner de la nourriture. Eux, ils vont faire des galeries dans le sol, donc ça va permettre à l'air de mieux circuler, à l'eau de mieux circuler, aux racines de pénétrer dedans. Les turicules, c'est des déjections de vers de terre. On sait que c'est très fertile. Si j'analyse de la terre avant qu'elle ait été ingurgitée et après quand elle ressort du vers de terre, elle est plus riche quand elle ressort. Donc le ver de terre, il a des glandes qui enrichissent la terre en fait. Donc on a tout intérêt à le favoriser aussi dans le système. Au niveau du sol, il faut comprendre qu'il y a une couche fertile. Les 30 à 40 premiers centimètres du sol, il y a pas mal d'oxygène. Et plus on descend, plus l'oxygène il se raréfie. Donc en fait, tous les exemples que je veux vous montrer, c'est pour vous dire que l'écosystème sol, il fonctionne au maximum quand il n'est pas perturbé. Là, il y a les galeries de vers de terre, il y a les champignons qui fonctionnent, il y a la matière organique qui est en surface, il y a un processus de décomposition qui se fait par étage. Et alors quand on vient et qu'on retourne tout ça, c'est comme si vous prenez une maison et que vous mettez le toit en bas et les fondations en haut. Ça, vous déstructurez tout, vous cassez tout. Alors la nature, elle va devoir user de l'énergie pour remettre le système comme il était avant, parce que c'était le plus productif pour elle, le plus stable. En permaculture, vous verrez tout à l'heure qu'on utilise ce genre d'outils pour éviter de retourner la terre. Donc je vais les mettre. On peut dire qu'un sol vivant est un sol productif. Pour finir ce premier chapitre sur les services écosystémiques, donc les services écosystémiques, c'est quoi? C'est en fait tout un tas de services que la nature nous offre, que les écosystèmes nous offrent tous les jours, 24 heures sur 24. Donc l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire a classé ces services écosystémiques en 4 types. Les services supports de régulation, d'approvisionnement et culturels et sociaux. Donc que nous offre la nature comme la création de sol, le cycle de l'eau, la création d'oxygène. Donc ce sont ça des services indispensables. Ensuite les services de régulation, donc régulation des maladies, régulation de l'érosion, purification de l'air et pollinisation. Ils sont là pour la durabilité. Les services d'approvisionnement, donc là on est dans les biens commercialisables. La nature nous offre du bois, des combustibles, elle nous offre des ressources génétiques et de l'alimentation. Si vous comparez un champ où il y a juste du maïs et une forêt, la forêt sera beaucoup plus productive au niveau biomasse. Vous allez produire du bois, vous allez produire des champignons, vous allez produire des insectes, vous allez produire beaucoup d'éléments, des baies, des fruits, etc. Ensuite, on a les services culturels et sociaux, donc l'offre d'emploi. Une étude de Terre de Liens Normandie nous disait que 400 000 emplois pouvaient être créés avec une agriculture fondée sur le bio et le commerce local et la souveraineté locale. Elle nous offre de l'éducation et elle nous offre des sources d'inspiration. Le Millennium Ecosystem Assessment a mis en interaction les services d'origine écosystémique avec les composantes du bien-être, qui sont la sécurité, les bases matérielles, la santé, les relations sociales, la liberté de choix et d'action. Et on voit qu'il y a beaucoup d'interactions. En fait, l'homme et la nature sont indissociables. On sait que si on est malade, par exemple, si on est face à la nature, on va guérir plus vite. En conclusion de cette première partie, je voulais vous dire que c'est important de comprendre la nature. La Terre est là depuis 4,7 milliards d'années, elle est productive et durable par définition. Donc c'est important de la comprendre pour savoir comment se positionner et interagir. La diversité, c'est une source de richesse. Plus on s'intéresse à quelque chose, plus il y a de la diversité.
Et c'est ça la richesse, parce que c'est ce qui offre la résilience et la durabilité d'un écosystème. Voilà. Voilà pour cette première partie. Ça va ? Il nous reste 25 minutes. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous comprenez bien que c'était important d'abord de comprendre la nature, et tout ce que je vous ai dit avant doit être intégré pour la suite. Je commence avec une citation de Bill Mollison qui nous dit: bien que les problèmes de ce monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent honteusement simples. Les origines de la permaculture se font dans les années 70, avec pour philosophie d'agir avec la nature et non contre. Les précurseurs, les initiateurs de la permaculture sont Masanobu Fukuoka. C'était un spécialiste de la microbiologie des sols et des pathologies végétales. Il écrivit le livre La révolution d'un seul grain de paille en 1975. Ensuite, en parallèle apparaissent David Holmgren et Bill Mollison. Eux, c'était des Australiens engagés dans la cause environnementale, et ils écrivirent Permaculture Run en 1978. Vous avez le 2e tome disponible au fond de la salle. C'est un lien donc entre l'humain, la nature et l'agriculture. Au passage, agriculture, la sémantique, l'origine du mot, ça veut dire honorer la terre. C'est une science en perpétuel mouvement qui s'inspire du savoir traditionnel des anciens, des découvertes scientifiques récentes et de l'observation de la nature. Pour le savoir traditionnel des anciens, vous avez par exemple ici un hache-paille. Donc le hache-paille, on utilisait ça avant, ça revient à la mode maintenant avec la permaculture, c'est que là on va mettre par exemple ici soit de la paille, soit des petits rameaux de haies, pas du gros bois, pour faire du BREFT, du bois ramé à l'enfant tronçon. On l'insère ici, et en tournant cette roue, ça fait avancer les déchets, puis ils sont coupés par les lames, petit à petit, et ça nous permet de faire du paillage pour le sol. Au niveau des découvertes scientifiques récentes, on s'intéresse beaucoup maintenant au BRF, au bois ramé fragmenté, avec les broyeurs. Donc on va broyer des branches, des branches, certains types de branches, pour les disposer sur le sol et pour nourrir les fameux champignons qu'on a vus tout à l'heure. La permaculture se base sur 3 éthiques de base. Tout ce que vous faites doit découler de ces éthiques. Donc, c'est prendre soin de la nature, prendre soin de l'homme et redistribuer les surplus générés. Autour de ces principes, de ces 3 éthiques de base, s'articulent 12 principes de conception qui découlent de ces éthiques de base. Ces principes de conception découlent et respectent ces 3 éthiques de base. Vous avez par exemple collecter et stocker l'énergie, créer une production, utiliser et valoriser les services et ressources renouvelables, ne pas produire de déchets, utiliser et valoriser la diversité. Avec le prochain exemple, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que la permaculture, c'est tout un domaine, c'est très très vaste. En fait, vous avez les 3 éthiques de base, vous avez les 12 principes de conception, et voilà. Donc c'est tout un univers. Moi, je vous parle plus de ceci, donc de la partie agroécologique. Donc je vais faire... là, ça, c'est la fleur de vie de la permaculture, qui prend en compte les patrimoines et communautés, l'agroécologie, l'habitat, les outils et technologies, la culture et l'éducation, la santé, les finances et les économies. Donc je vais vous faire le dos, et je vais faire un petit tour, je vais vous lire quelques mots. Donc, commerce équitable, ville en transition, habitat partagé, éco-village, gestion globale des pâturages, agroforesterie, agriculture bio, plantes sauvages, jardin-forêt, autoconstruction, biogaz, roquettes, biochar stove, énergie solaire, éolien,
réutilisation, écologie sociale, phytothérapie, système d'échanges locaux, etc., etc. Pour dire que c'est très vaste. On a ici un exemple de design en permaculture, donc avec l'exemple de la ferme du Bec et l'Ouest. Donc la ferme du Bec et l'Ouest, c'est un site qui est dans le nord de la France, qui a été approché par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui ont fait des études validant la rentabilité économique d'un tel système agroécologique. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Ça, c'est un design, c'est-à-dire c'est un dessin d'application de la permaculture sur un espace. On voit en fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pris en compte. Si j'ai mis des arbres ici, c'est pas par hasard, c'est parce que par exemple je sais qu'il y a un vent dominant, donc ça va permettre de filtrer ce vent. Les déchets des feuilles, je vais les utiliser sur mon potager qui est à côté. La mare, elle va permettre de la vase, ça va être fertile. Les plantes qui poussent dedans, je vais pouvoir les manger. Les animaux sont importants, les animaux ils vont faire des déjections, ils vont permettre de gérer l'espace. Donc tout a un rôle en fait, tout a un rôle et tout est imbriqué. C'est, on l'a vu, un lien entre la nature, l'humain et l'agriculture. Quand on fait un design, quand on fait un dessin d'application de la permaculture, il y a des règles de base à respecter, qui sont des règles logiques en fait. Quand je vais dessiner mon espace, je le partage en différentes zones. La première zone, ça va être l'espace de l'habitat, la zone 0. On peut parler aussi de zone 0-0, là ça sera l'humain, ça sera nous. Et on avance dans les zones, et la dernière zone, ce sera une zone naturelle. Il faudra laisser les zones naturelles, on l'a compris, pour notamment les services écosystémiques. Donc, si je vais souvent au poulailler, le poulailler, je le mettrai en zone 1. On réfléchit la répartition aussi en fonction des zones où on doit aller souvent ou non, pour gagner de l'énergie, en fait. C'est de la logique. Quand je mets en place un poulailler, en fait, dans la vision systémique qu'on a vue au début, on va devoir analyser chaque élément de l'espace, comprendre chaque élément de l'espace et comprendre les interactions qu'ils pourront avoir avec les autres éléments pour essayer de créer un agro-écosystème, en fait. Donc le poulailler, je vais devoir comprendre ma poule, quels sont ses besoins, quels sont ses comportements, qu'est-ce qu'elle me produit, quelles sont ses caractéristiques intrinsèques. Par exemple, quels sont ses besoins? Il faut de poulailler, il faut des copines, à manger. Qu'est-ce qu'elle me produit? Elle produit des œufs, elle produit du fumier, des plumes, du CO2 et de la chaleur. Une fois que j'ai analysé ça, je vais mettre cet élément en interaction avec d'autres éléments pour créer un système imbriqué avec de la résilience, comme dans la nature. Donc par exemple, mes coquilles d'œufs, je ne vais pas les jeter, elles vont pouvoir me servir pour augmenter le taux de calcium du sol par exemple, pour lutter contre les limaces. Les déjections vont me permettre de fertiliser la terre, les plumes, je peux les réutiliser pour faire des coussins par exemple. Donc chaque espace dans le design devra être analysé et chaque élément devra être en interaction avec d'autres éléments. Et chaque fonction, par exemple la fonction de paillage, devra être assurée par plusieurs éléments. Pourquoi? Parce que si j'ai juste qu'un arbre qui me fait mon paillage, si lui vient à mourir, j'ai plus de paillage. Donc il y aura un arbre, il y aura une haie, il y aura des petits arbustes, la fonction sera assurée par plusieurs éléments. Au niveau de l'énergie, c'est très important la gestion de l'énergie en permaculture. On va faire en sorte que tous les flux d'énergie soient gardés le plus possible sur l'espace. Alors là, on a le vent, par exemple, on a les nutriments, on a l'eau. Au niveau de l'eau, vous avez un exemple pour maintenir l'eau sur votre terrain. Vous pouvez faire des gabions, vous pouvez faire des baissières, des rizières, des zones d'infiltration de l'eau pour l'infiltrer dans la terre. Vous pouvez faire de l'ombrage avec les arbres, sur les mares, des mares de rétention, etc. Souvent, il n'y a pas de problème d'eau, il y a des problèmes de gestion de l'eau. En France, il pleut quand même. Puis en plus, on sait que, ça c'est Francis Allais qui parle de ça, sur les forêts tropicales, on a découvert que les arbres, ils émettaient des VOC, c'est des molécules qui permettent à l'eau de tomber, qui sont émises et qui permettent aux molécules d'eau de s'agglomérer autour et ça fait tomber l'eau. Donc les arbres, ils sont importants pour l'eau. La permaculture, c'est pas une technique miracle qu'on va appliquer partout, c'est une boîte à outils
de techniques qu'on appliquera en fonction de l'espace, en fonction de la demande. Ce qu'il faudra, ce qui est important de faire, c'est d'abord d'observer. Donc j'arrive sur un espace et je dois observer l'espace. Je dois observer aussi qu'est-ce que me demande la personne. Et suite à ça, l'objectif, ce sera d'accompagner l'espace vers un processus naturel qui tend vers la forêt. Donc accompagner l'espace vers la forêt. Quand j'observe un site, si je vois par exemple de l'ortie, je sais qu'elle est utile. Par exemple, elle peut me servir, je peux la manger, elle peut me servir en paillage, je peux faire du purin. 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau, c'est très, très bon pour les plantes. Si je vois des végétaux de la famille des légumineuses ou fabacées, je sais que c'est une famille de plantes qui a les racines qui s'associent avec des bactéries, les azotobactères. Ces bactéries, elles captent l'azote de l'air, elles le mettent dans le sol. Donc ça fait de l'engrais gratuit écologique. Alors si je vois ce type de plantes, je peux les garder dans mon espace. On a un système agro-silvopastoraux très performant, c'est l'association de rizières avec des canards et des plantes de la famille des fabacées. Vous ramassez le riz, ensuite vous envoyez les canards ils mangent les grains de riz qui restent, ils fertilisent. Derrière, vous avez les plantes à côté qui enrichissent en azote, ensuite vous coupez des branches que vous mettez sur le sol, ça amène du carbone. Donc on est dans des systèmes de cycle fermé. Il faut penser en termes de biomasse, il faut créer de la biomasse sur son site pour pouvoir la réutiliser. Ensuite, quand on aura bien observé, on pourra commencer à mettre en place un espace. Là, on voit un potager qui est en train d'être mis en place avec l'utilisation de carton. Pourquoi du carton? Il va permettre de protéger le sol, de limiter la pousse des dites mauvaises herbes, des adventices, et surtout, le carton, c'est riche en cellulose, et les vers de terre, ils adorent ça. Alors, quand vous mettez du carton, ça va aider les vers de terre à se développer avec tous leurs intérêts qui vont avec, toutes leurs utilités. Un autre exemple de design en permaculture, cette fois-ci c'est la ferme de Richard Wallner. On voit une fois de plus avec énormément de diversité d'habitats. Donc on a des haies, on a des arbres, on a des arbustes, on a des mares, on a un ruisseau. En fait, ce qu'il faut faire sur un design, c'est augmenter, comme vous l'avez compris, un maximum la diversité sur le lieu. Donc on va augmenter la diversité d'habitat. D'habitat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais augmenter, par exemple, je vais faire des tas de bois, je vais faire des tas de pierres, je vais mettre une mare, je vais mettre un arbre, je vais mettre des haies. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je vais attirer des animaux qui iront sur le tas de bois, des animaux qui iront sur la haie, des animaux qui iront sur les pierres, etc. Et plus j'augmente la diversité, plus je crée un système qui peut être durable et soutenable. Et il y aura tout le temps une solution dans mon espace vu qu'il y a de la diversité. S'il n'y a pas comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si on veut mettre des ruches dans son espace, c'est intéressant. Cependant, il faut faire attention, quand on met des ruches, notamment en ville, il y a une mouvance en ville de mettre des ruches. Il faut faire attention aux pollinisateurs naturels. Parce qu'il y a tout un tas de pollinisateurs naturels aussi qui sont très importants. Quand je mets en ville des ruches, il faut que je fasse une étude d'impact, à savoir est-ce qu'il y a assez de sources de pollen pour ces abeilles-là. Sinon, je risque de créer une concurrence au niveau des ressources avec les pollinisateurs naturels. Bien sûr, sur un espace, il faudra aussi faire en sorte qu'il y ait beaucoup de pollinisateurs. Donc, il faudra aussi laisser des fleurs, parce que les abeilles vont pouvoir polliniser nos plantes et donc permettre d'augmenter la productivité. Je peux, comme on l'a dit, utiliser les animaux dans mon design, dans mon espace, comme par exemple la chèvre des fossés. Donc ça, c'est Alain Divot qui en parle. La chèvre des fossés, si vous avez un espace qui est envahi de ronces, vous pouvez mettre cette chèvre, elle va manger vos ronces. Bon, le problème c'est qu'elle, si la clôture n'est pas gaillarde, bon, il va falloir courir, après ça fera du sport. Mais... A contrario, si vous êtes dans un espace, là c'est vraiment pour comprendre la nature en fait, si vous êtes dans un espace où il fait c'est très aride, la terre, le sol il est à nu, la végétation elle a du mal à pousser, il fait très chaud, mais qu'il y a une ronce qui pousse au milieu de l'espace, ben là la ronce je la laisse pousser. Pourquoi? Parce que si je veux planter un fruitier, je laisse pousser ma ronce, et il y a du vent
qu'est-ce qu'il va faire le vent? Il va emmener les feuilles, la ronce elle va bloquer les feuilles, il y a des oiseaux, ils vont aller dedans, ils vont faire des déjections. En fait, ça va créer un mini microclimat et ça va augmenter la richesse du sol. Donc vous aurez tout intérêt à planter votre arbre fruitier au milieu de ce tas de ronces. Alors là, je vous présente le tracteur tondeuse lapin. Donc c'est déplaçable, ça fait pas de bruit, ça fertilise. On peut le faire plus grand en fonction des espaces. Voilà. Au niveau du verger, alors là c'est Steve Ritz qui nous parle de ça. Quand vous regardez un verger, donc vous avez alignement de pommiers et de l'herbe. Alors Steve Ritz dit, qu'est-ce qu'on produit? On produit des pommes et de l'herbe. Et en permaculture, vu qu'on observe la nature et on essaye de l'imiter, on va essayer de faire ceci. Donc on va essayer de créer des jardins forêts, là c'est inspiré de Stefan Sobkowiak. Quand on observe la forêt, on voit que toutes les strates sont utilisées. Vous avez des arbres, vous avez des arbustes, vous avez des arbrisseaux, vous avez des annuels, des bisannuels, des vivaces, des rampantes, des grimpantes. Tout l'espace est utilisé. Donc quand on connaît les plantes, on peut essayer de les imbriquer aussi. Parce qu'il y en a qui vont préférer l'ombre, d'autres le soleil, il y en a qui ont des racines profondes, donc de surface, il y a des plantes utiles aussi. Donc quand on imbriquera les plantes et qu'on réfléchira, quand on réfléchit en 3D, ça permet d'augmenter d'autant plus la biodiversité du site. Comme le fameux connu, la technique des trois sœurs, technique amérindienne, le maïs, haricot et courge. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez un maïs qui fait office de tuteur. Dessus, vous y faites monter un haricot. Le haricot, c'est comme la famille de tout à l'heure, il fait partie des légumineuses ou fabacées, donc il enrichit le sol en azote, il fait de l'engrais gratuit. Et au pied, vous y mettez une courge. La courge, elle limite l'évaporation de l'eau et la pousse des dites mauvaises herbes, des adventices. Donc, 3 plantes comme ça, c'est beaucoup plus productif que juste une plante. Au niveau des limaces, donc les limaces, c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup dans les jardins. Il faut savoir que la limace, elle a tout un tas de services aussi écologiques, bon, ça serait trop long d'en parler là, mais elle a tout un tas de rôles. Dans la gestion des limaces en permaculture, on va comprendre la nature et on va mettre en place, par exemple, dans une zone de notre jardin, tout un tas de plantes de la famille des crucifères. Les crucifères, on les reconnaît parce qu'elles ont les fleurs en croix, comme par exemple la moutarde ou le colza. Et les limaces, elles aiment bien ces plantes, donc vous les mettez dans un endroit de votre jardin, et à côté, vous laissez un tas de bois. Pourquoi un tas de bois? On sait que ça va attirer, par exemple, les carabes. Et les carabes, c'est des prédateurs de la limace. Par les habitants, on augmente la biodiversité, donc on trouve la réponse. Là, c'est un jardin qui a été développé à la ferme de Paris avec Frédéric, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il... Bon, cette photo, elle a plusieurs années. Il a fait son jardin au milieu. Il était très récent, le jardin là. Et il a mis autour une double barrière c'est une zone de répartition pour des canards en fait. Et les canards, vous pouvez utiliser les canards coureurs indiens. Eux, ils sont friands de limaces. Donc s'il y a une limace qui veut rentrer, eux, ils tournent et ils mangent la limace. Et si jamais il y a une trop forte invasion, vous ouvrez le potager, vous les faites rentrer. L'avantage du canard par rapport à la poule, c'est que lui, il ne passe pas son temps à gratter le paillage. Et en plus, il va fertiliser, il va vous produire des œufs. Un autre exemple d'interaction bénéfique. En plus, vous pouvez par exemple mettre des pots de terre cuite retournée remplis de paille. Donc là, ça va permettre d'amener des pinces-oreilles. Les pinces-oreilles, ils mangent les œufs de limaces. Donc il y a tout un tas de solutions comme ça. Alors là, c'est la fameuse, il nous reste encore 2 exemples et on va arriver déjà à l'heure. C'est la fameuse grelinette que vous avez là. Voilà ça. Bon, celle-là, je l'ai faite maison parce que vous êtes à 100 € plus pour une grelinette, donc avec un peu d'huile de coude. Là, ça avait dû faire tort.
Donc l'objectif c'est de, on a vu qu'il ne fallait pas retourner le sol, c'était mieux de ne pas le retourner. Donc avec cet engin, l'objectif c'est de, on le fait, s'il est lourd ça rentre tout seul. En plus, plus vous faites des paillages, plus votre terre est meuble et à terme vous n'avez même plus besoin d'utiliser ça. L'objectif c'est on le plante dans le sol et on fait juste des va-et-vient comme ça pour faire entrer l'air en fait. En fait c'est pour faire entrer l'air dans le sol sans le retourner, sans déstructurer son écosystème. Et bien sûr quand vous faites plutôt voilà, à reculons. Pas tasser ce que vous venez de travailler. Quoi. Voilà. On pourrait en parler plus, mais voilà, on n'a pas trop le temps. Donc ça c'est la grelinette inventée par monsieur Grelin. Voilà. Inventée par monsieur Grelin et c'est un outil qui permet d'arrêter de retourner en terre. Comme je l'ai dit, quand on travaille avec la vie du sol, à terme on n'a même plus besoin normalement de passer la grelinette. On peut travailler aussi avec des associations de plantes et faire des couvertures végétales. Donc dernier exemple, avant de conclure, on a la fameuse technique de butte, de culture sur butte, qui est à la mode. Il faut savoir que la permaculture, c'est pas absolument faire des buttes, c'est une des techniques, et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des buttes partout. Elle a des avantages et des inconvénients. Il faudra les mettre en œuvre en fonction aussi de la demande et du site. Les inconvénients, c'est que ça va demander beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre. Ça va demander beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre et c'est pas forcément nécessaire de les mettre en place parce que plus votre butte sera haute et plus il y aura le vent qui pourra par exemple assécher la butte. Les avantages, c'est que vous pouvez la faire à hauteur à votre hauteur, comme ça vous n'avez pas à vous baisser. Si vous avez un sol hydromorphe, un sol saturé en eau, rehausser le sol, ça permet de pouvoir cultiver des plantes. La surface de culture en terre est plus profonde, donc les racines vont pouvoir prospérer. Au niveau du dessus de la butte, vous pouvez faire en fonction de votre lieu. Si il ne pleut pas souvent, une butte plutôt incurvée pour conserver l'eau. S'il pleut beaucoup, une butte bombée pour au contraire faire que l'eau ne reste pas dedans, etc. Il y a aussi, vu du dessus, différents types de buttes, de cultures de plantes, telles que en haut, donc la butte en étoile ou la butte en trou de serrure. La trou de serrure, ça c'est intéressant parce que si je prends ma main, je fais ça là, j'arrive à la moitié de la butte. Donc ma main, j'arrive à la moitié là. Alors si je me mets à l'intérieur, je peux cultiver tout ça là, du même endroit. Et à ma hauteur, d'homme. Donc je suis là, hop, je tourne, clac, clac, clac. Voilà. Donc c'est une des types de culture. Faire ça sert à quoi? Mais ça permet, comme je dis, d'avoir la culture en hauteur. Si on a une surface plane et qu'on fait une butte, on augmente la surface de culture. Et en plus, on peut diversifier les microclimats. Donc des expositions différentes et des humidités différentes. Vous avez aussi les techniques de hugelkultur ou les techniques en lasagne aussi qui sont intéressantes, mais la hugelkultur, il peut y avoir des inconvénients aussi. Voilà, donc c'était une petite conférence d'introduction à la permaculture. Il y aurait énormément de choses à dire. Là, c'était vraiment pour donner les grandes lignes. Je vais conclure en disant oui, la permaculture, c'est une des solutions à la crise agricole. Des solutions, il y en a plein en agroécologie, il y a l'agroforesterie, il y a les semis-directs sous couvert, il y a la permaculture, il y a la biodynamie, il y a l'électroculture, il y a l'agro-silvopastoralisme, donc il y a plein de solutions aussi. Voilà, donc il faut semer tout ça partout où on peut. Et je finirai voilà, en vous remerciant. Vous avez mon adresse mail là si vous voulez plus d'informations. Et il est 4 heures, je suis ouvert à vos questions. Et ceux comme ça qui veulent profiter de la dernière heure pour aller à la pépinière, vous avez le temps. Voilà, merci. Merci.